Le 21 novembre 2000, sur le terrain d'une usine de produits chimiques à l'extérieur d'Hillsborough, un gardien de sécurité aperçut un véhicule arrêté dans un champ. Il trouva un homme sur le siège du conducteur, affaissé sur le volant. L'homme ne réagissait pas et du sang s'échappait d'une blessure qu'il avait à la nuque. Le gardien appela le service d'urgence. Une répartitrice avisa les agents du bureau du shérif du comté. Quelques minutes plus tard, ambulanciers et policiers arrivèrent sur les lieux. Mais l'homme gisait sans vie dans la voiture. Il était trop tard. Les ambulanciers le déclarèrent mort sur les lieux. Les policiers restreignirent l'accès à l'endroit et alertèrent des enquêteurs du service des homicides. L'enquêteur William McDaniel prit l'affaire en main. Quand je suis arrivé, la voiture était à moitié sur une route de gravier et le conducteur était affaissé sur le volant. La vitre du côté du passager arrière avait volé en éclats comme si un projectile l'avait traversé. Pour l'enquêteur Michael Gray, les indices laissaient présumer que la voiture roulait quand le conducteur avait été touché. Quand on a trouvé la voiture, le levier de vitesse était en position de conduite et le conducteur avait le pied sur la pédale de frein. On en a déduit que la voiture roulait à basse vitesse. Au début, on a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un accident de chasse parce que c'était pendant la saison et l'endroit était très prisé des chasseurs. Les experts examinèrent minutieusement la voiture à l'extérieur comme à l'intérieur. À 10 mètres sur la route de terre, ils trouvèrent des éclats de verre. Ils en déduisirent que la balle avait atteint le conducteur à cet endroit et que sa voiture avait ensuite quitté la route. On sortit le corps de l'homme du véhicule et on l'identifia grâce au papier d'immatriculation. C'était Larry Holman, un homme de 44 ans qui vivait à Hillsborough. On contacta sa femme. L'enquêteur McDaniel connaissait la victime pour l'avoir croisée à quelques reprises. C'était un honnête père de famille, pas le genre d'individu qui pouvait avoir beaucoup d'ennemis. C'était aussi un amateur de chasse. Le gardien de sécurité nous a dit que l'homme se trouvait sans aucun doute dans ce champ, à la recherche d'endroits pour chasser le cerf. C'était le dernier jour de la chasse au cerf et on avait parlé de la présence de braconniers dans le coin. La voiture était près d'un sentier emprunté par les cerfs. Le tireur avait peut-être cru qu'il s'agissait d'un cerf. Les enquêteurs se tournèrent vers les spécialistes judiciaires pour trouver d'où était venu le coup de feu mortel. Il était important pour nous de trouver d'où provenait le projectile. Une fois qu'on sait cela, on sait aussi où chercher des indices comme les douilles de projectiles par exemple. C'est pour cette raison qu'il était si important de remettre tous les éléments à leur place. On a replacé la voiture sur la route. On a déterminé l'angle de la trajectoire du projectile en nous basant sur la hauteur de la tête de l'homme. Ainsi, on a pu déterminer que le point d'origine de la balle était situé dans un secteur boisé. Holman avait été touché par l'arrière. La balle avait traversé la fenêtre et l'appui-tête avant de l'atteindre. Les policiers se servirent de ces informations pour reconstituer la trajectoire du projectile. On a déterminé que la balle provenait d'un endroit situé entre 12 et 15 mètres du véhicule, près de la limite de la forêt. Le coup avait été tiré à hauteur de l'épaule, ce qui est vraisemblable quand un tireur épaule son fusil. Les techniciens ratissèrent les bois près de la scène à la recherche d'indices laissés par un chasseur imprudent, mais ne trouvèrent rien. Pas de traces de douilles de projectiles, pas de mégots de cigarettes, ni autre indice qui pourrait expliquer ce qui était arrivé. Un agent de police interrogea le gardien de sécurité à l'entrée de la propriété. Celui-ci était la dernière personne à avoir vu Larry Holman en vie. L'agent espérait que le gardien se rappellerait quelques détails qui aideraient les enquêteurs à retrouver le meurtrier. En outre, le gardien connaissait la victime. Larry avait travaillé à l'usine et chassé à maintes reprises sur cette propriété. Le jour de sa mort, il était arrivé seul. Il semblait en pleine forme. C'était son jour de congé. Il avait avisé le gardien qu'il irait dans le champ pour traquer le cerf. Selon le registre, il était arrivé à 16h20, mais il n'avait jamais signé pour signaler son départ. Les policiers interrogèrent ensuite Tammy, sa femme, en espérant qu'elle pourrait donner un coup de pouce à l'enquête. Elle déclara qu'elle l'avait vu pour la dernière fois dans la matinée avant sa mort. Ils étaient mariés depuis près de 15 ans. Elle déclara que leur union était harmonieuse et qu'elle ne connaissait aucun ennemi à Larry qui aurait pu lui en vouloir. Elle fut incapable de fournir plus d'informations. On pratiqua une autopsie du corps, mais on ne trouva guère d'indices sur l'identité du meurtrier.
Selon le rapport du coroner, Larry Holman était mort sur le coup. On préleva de son crâne un projectile à haute vélocité. Il n'y avait plus de noyau de plomb. Il ne restait plus que la chemise en cuivre déchirée. Les enquêteurs espéraient trouver d'autres fragments de la balle dans la voiture de la victime. En traversant la vitre, le projectile s'était fragmenté. Lors de l'examen du véhicule, on en a trouvé des fragments dans l'appui-tête du siège du conducteur. On a décidé de les recueillir pour tenter de déterminer de quel calibre était l'arme du crime, ainsi que le type de munitions utilisées. Au laboratoire judiciaire de la patrouille routière du Missouri, l'expert en balistique Todd Garrison fut chargé de reconstituer le projectile à partir des morceaux. La balle a d'abord traversé la vitre de l'automobile. Ensuite, elle a traversé l'appui-tête pour finir sa course dans le crâne de la victime. Chacun de ces impacts a contribué à l'endommager et à en modifier la forme. Garrison analysa la taille et le poids des fragments. Sur un des fragments en cuivre recueillis dans l'appui-tête, j'ai relevé des rayures de carabine que j'avais aussi relevées sur le projectile extrait du crâne de la victime. Il déduisit que c'étaient les fragments d'un projectile de calibre 243. En général, le calibre 243 de Winchester est associé aux carabines qu'on utilise pour la chasse au cerf et au gros gibier. Au bureau du shérif de Jefferson County, les enquêteurs formèrent une escouade spéciale. Si la mort était imputable à un accident de chasse, l'enquête serait pratiquement impossible à résoudre car des milliers de chasseurs passaient dans ce secteur. Gray montra les maigres indices dont il disposait. Notre victime était ce qu'on appelle un homme à faible risque. C'était un bon père de famille, on ne lui connaissait pas d'ennemis et rien dans son mode de vie ne risquait de l'entraîner dans la violence. Toutefois, les enquêteurs se refusaient encore à conclure que sa mort était un accident. Quelque chose dans ce scénario n'était pas plausible. Quand un tireur atteint quelqu'un à la tête, c'est qu'il visait la tête. Si vous tenez compte des lois des probabilités, du fait que la cible bougeait, que la fenêtre arrière de la voiture était petite et que la forêt était densément boisée, cela ne pouvait pas être un accident. L'affaire fut qualifiée de suspecte. Mais les policiers ne disposaient d'aucune piste pour trouver le meurtrier. Ils étaient dans l'impasse. Les semaines se transformèrent en mois sans qu'on ne trouve d'autres indices. La police transmit des communiqués à la population demandant l'aide du public. En janvier, l'enquête n'avait guère progressé. La police reçut alors des informations d'une source inattendue. Tammy Holman, la veuve de la victime, déclara aux enquêteurs qu'elle avait reçu une série de lettres troublantes. Peu de temps après la mort de son mari, un certain Carter Davis avait commencé à lui envoyer des lettres d'amour. Tammy déclara qu'elle avait repoussé ses avances, mais sans succès. Elle remit les lettres à la police. Dans l'une d'elles, on pouvait lire « Je t'aime, mais je ne te laisserai pas partir ». Dans l'autre, « Nous sommes des âmes sœurs ». L'entretien avec la veuve Dolman laissa les enquêteurs perplexes. Ils savaient qu'un certain Alan Tripp avait emménagé avec elle peu de temps après la mort de son mari. On a alors commencé à soupçonner Mme Holman. Elle ne ressemblait pas beaucoup à l'image qu'on se fait de la veuve éplorée. Ça a donné un coup d'envoi à notre enquête. Les enquêteurs introduisirent le nom de Tammy dans leur base de données, mais elle n'avait aucun antécédent judiciaire. Ils savaient toutefois que son nom figurait sur un document significatif, la police d'assurance vie de Holman, qui s'élevait à 125 000 $. De plus, ce montant pouvait s'élever à 2 millions de $ s'il mourait lors d'un accident de chasse. L'assurance était au nom de sa femme. Pour les enquêteurs, ce qui avait d'abord ressemblé à une mort accidentelle prenait maintenant l'allure d'un meurtre perpétré de sang-froid. En janvier 2001, Randy Holman, le frère de la victime, leur apporta un fusil à verrou Winchester de calibre 243. Il savait que la police était à la recherche de ce type d'arme et croyait que la mort de Larry n'était pas accidentelle. Randy craignait que le meurtrier ne soit quelqu'un que son frère connaissait et qu'il ne se soit servi de cette arme contre lui. Voici l'enquêteur William McDaniel de Jefferson County. On a interrogé Randy, le frère de Larry Holman. Il nous avait apporté une carabine qui appartenait à Larry. Il voulait qu'on compare les projectiles de cette arme aux fragments trouvés sur la scène du crime. Au moment du meurtre, l'arme était chez Larry et Tammy Holman. Randy avait de bonnes raisons de croire que son frère avait été assassiné. Il révéla à la police que ce n'était pas la première fois que Larry était visé par un projectile. Quelques jours avant sa mort,
Larry était parti chasser dans les forêts du Missouri. Randy a déclaré que Larry et lui avaient eu une conversation dans la soirée après la partie de chasse. Larry lui avait confié qu'il avait failli y passer et Randy lui avait demandé ce qu'il voulait dire par là. Larry lui aurait répondu qu'une balle lui avait sifflé dans les oreilles. Selon lui, c'était parce qu'il y avait beaucoup de chasseurs dans le nord du Missouri pendant la saison de la chasse. Ils avaient alors blagué à ce sujet. Mais maintenant, il savait qu'il ne s'agissait pas d'une blague et il se demandait si Larry n'avait pas été atteint avec sa propre arme. Il voulait simplement qu'on effectue l'examen pour s'assurer que cette arme n'avait pas pu jouer de rôle dans le décès de son frère. Les enquêteurs envoyèrent l'arme au service de balistique et commencèrent à interroger les suspects. Le premier sur leur liste était Alan Tripp, le nouvel amoureux de la veuve de Larry. Tripp avait été élevé avec Tammy Holman et il était venu vivre avec elle peu de temps après la mort de Larry. Au cours des derniers mois, Alan Tripp avait emménagé avec Mme Holman et lui avait même passé une bague de fiançailles au doigt. Son comportement nous a intrigués. Il nous a dit qu'il ne savait rien de l'accident, qu'il en avait parlé à Mme Holman et qu'elle lui avait répondu qu'elle n'avait rien à dire là-dessus. Les enquêteurs se mirent aussi à la recherche d'un homme du secteur qui s'appelait Carter Davis. Tammy leur avait dit que ce Davis s'était épris d'elle et qu'il n'arrêtait pas de lui envoyer des bouquets de fleurs et des lettres dans lesquelles il lui révélait son amour. Tout comme Tripp, Davis nia formellement être mêlé au crime. À un moment donné, Carter Davis a carrément collé une note sur la voiture d'Alan Tripp sur laquelle on pouvait lire « L'as-tu tué ?» car il croyait que Tripp était mêlé à l'affaire. Les policiers suivaient une autre piste prometteuse. De fait, ils avaient appris que Tripp et Davis n'étaient pas les seuls hommes à avoir des liens étroits avec Tammy Holman. On a reçu un appel anonyme. C'était un homme. L'homme suggéra à la police de vérifier l'alibi d'un troisième individu. Selon l'informateur, l'individu en question s'appelait Charles Miller et il possédait une arme semblable à celle que les policiers cherchaient. McDaniel vérifia si ce Miller avait des antécédents judiciaires. Or, celui-ci avait déjà été arrêté pour contrefaçon de chèque. Quelques jours plus tard, soit le 9 janvier 2001, les enquêteurs eurent un autre coup de chance. Une femme leur fournit d'autres informations sur l'affaire. Elle déclara à l'enquêteur McDaniel qu'elle demeurait près du champ où Holman avait été abattu. À plusieurs reprises, quelques jours avant le meurtre, elle avait vu un homme à l'allure étrange et portant une arme marcher près de la scène du crime. McDaniel soumit alors la femme à une séance d'identification. Elle reconnut sans hésiter Charles Miller. En quelques heures à peine, les policiers mirent la main au collet de ce suspect. Charles Miller fut arrêté et conduit au poste pour y être interrogé. Ce dernier reconnut être un ami des Holman, mais nia savoir quoi que ce soit à propos du crime. Les deux hommes étaient allés au catéchisme ensemble le dimanche. Miller venait chez Larry et il l'aidait à faire des menus travaux. Il lui apportait aussi des œufs, du bacon et Tammy leur cuisinait un petit déjeuner. Miller offrit sa collaboration aux enquêteurs. Monsieur Miller nous a donné la permission d'examiner les armes à feu qu'il possédait. Nous étions à la recherche de carabines de gros calibre. Il nous en a alors remis 3. L'une d'elles était une Browning à verrou de calibre 243. Les agents recueillirent également des boîtes de munitions de calibre 243 ainsi que les relevés de téléphone portable sur lesquels on pouvait voir que Miller avait appelé à la maison des Holman le jour du crime. Après qu'on eut saisi l'arme de Charles Miller au cours de la fouille, on l'a remise au laboratoire de la patrouille routière du Missouri à Jeff City pour qu'elle soit examinée au service de balistique. L'expert Todd Garrison examina la carabine de Miller, de même que celle de Larry Holman, que son frère Randy avait remise à la police. J'ai effectué des tirs d'essai avec les deux armes. J'ai ensuite pu comparer au microscope les projectiles obtenus. J'ai pu éliminer la carabine Winchester Savage de calibre 243. Ainsi donc, la carabine qui provenait de la maison de la victime n'avait pas servi à la tuer. Il restait maintenant l'arme de Charles Miller.
On releva des ressemblances importantes, mais le projectile recueilli dans le corps était si endommagé que l'expert ne put tirer des conclusions formelles. J'ai examiné les rayures sur le projectile et relevé certaines caractéristiques communes, mais il n'y en avait pas assez pour que je puisse affirmer hors de tout doute que cette arme avait tiré le coup fatal. Il y en avait toutefois assez pour que je puisse conclure que le projectile provenait bien d'une arme de ce modèle. Les analyses judiciaires pointaient dans la direction de Charles Miller. C'était maintenant le principal suspect des policiers. Miller, qui était déjà en détention préventive, fut interrogé par l'enquêteur McDaniel. Ce n'était pas un type qui affichait ses émotions. Il nous a demandé si on voulait l'interroger en rapport avec son arme à feu. On lui a dit que c'était bien le cas. Il a penché la tête et quand il l'a relevée, il a dit « Je l'ai tué ». Ça a été tout un choc pour nous. On a découvert plus tard que M. Miller était un homme très croyant et je pense que cette histoire le grugeait de l'intérieur. Les policiers avaient maintenant obtenu des aveux. Mais ce que Miller devait bientôt leur révéler allait donner une toute autre perspective à l'enquête. Charles Miller était, je crois, amoureux de Mme Holman. Il nous a révélé qu'il l'avait toujours trouvée très attirante. Ils avaient eu une liaison à l'insu de M. Holman. Miller déclara à la police que Tammy et lui avaient des liens intimes et que son mari avait commencé à avoir des soupçons. Il ajouta que c'est à ce moment-là que Tammy lui avait demandé de tuer Larry. Elle voulait qu'il passe à l'action pendant la chasse aux cerfs, afin qu'on croie qu'il s'agissait d'une mort accidentelle. Miller était convaincu qu'une fois Larry mort, Tammy et lui pourraient enfin vivre la vie dont il rêvait. Miller avait tenté de tuer Larry une première fois et il n'y était pas parvenu. Le 21 novembre, soit le dernier jour de la chasse aux cerfs, c'était sa chance ultime. Miller s'est rendu sur la propriété vers 14 heures et il a pu voir Holman arriver sur les lieux. Miller était près de la route, caché par un arbre. Au moment où Holman s'apprêtait à quitter la propriété, il a fait feu. Il a vu Holman s'affaisser sur son volant et la voiture quitter la route. Les policiers croient qu'il a alors pris sa carabine et ramassé les douilles de projectiles avant de quitter la scène du crime. C'est alors qu'il a appelé Tammy Holman. Il lui a dit de mettre la table pour une personne de moins. Le 10 janvier 2001, les policiers ont arrêté Tammy Holman pour le meurtre de son mari. Charles Miller s'est complètement fait avoir par Mme Holman. Il croyait qu'il allait pouvoir mener la même vie que Larry Holman, mais elle lui a préféré Alan Tripp. C'est ce dernier qui a remplacé Larry dans le couple. Charles Miller a plaidé coupable de meurtre au 2e degré et purge actuellement une peine de 25 ans de réclusion. Quant à Tammy Holman, elle a été condamnée à 7 ans de prison pour complot en vue de commettre un meurtre.